Chapitre 2. Dérive et singularité. Espace, lieu, inconnu. Artemis Fitzgerald errait dans les méandres de l'espace sans savoir où elle allait. En sommeil cryogénique, elle n'avait plus le contrôle du vaisseau spatial ni de sa destination. Elle pouvait être en perdition sans le savoir et se réveiller sans possibilité de revenir à son point d'origine. L'immensité froide et obscure l'entourait. Elle ne pouvait que continuer vers l'inconnu, vers un monde qu'elle n'avait jamais vu. Bien que son vaisseau spatial puisse errer pendant un temps infini, son oxygène était limité. Quelques mois s'étaient écoulés depuis son départ de la Terre pour retrouver la trace de son père disparu en 2001. William, son père, était parti dans l'immensité de l'espace des années plus tôt sans jamais revenir. Artemis avait passé son adolescence avec ses grands-parents, espérant toujours le revoir, mais en vain. Un jour, alors qu'elle travaillait au CNES, son équipe capta un message provenant des confins de l'espace. Ce message avait été envoyé en 2001, l'année de la disparition de son père. Artemis comprit, ou du moins espérait, qu'il s'agissait de son père, tentant de reprendre contact des années plus tard. Elle décida alors de partir retrouver l'origine du message, espérant retrouver l'appareil de son père en perdition. Sans réfléchir au risque, Artemis prit un engin et se lança dans les ténèbres spatiales. Elle quitta sans hésitation sa maison, sa famille, du moins, ce qu'il en restait, ses amis et l'espoir de retrouver son père. Par chance, elle avait assez de ressources et d'oxygène pour survivre des années. Mais un jour, elle manquerait de tout, et cela pourrait lui coûter la vie. Tout comme son père, Artemis était déterminée et extrêmement intelligente. À 20 ans, elle était l'une des plus grandes chercheuses du CNES, consacrant sa vie à la science et à la recherche. Depuis son enfance, elle rêvait d'aller dans l'espace et découvrir des mondes inconnus. Mais une fois confrontée à l'immensité des ténèbres, tout était différent. Les premiers mois, elle nota chaque donnée pour les analyser une fois rentrée sur la Terre pour son équipe. Elle prit aussi des photos des étoiles, des planètes aperçues. Cependant, aucun signal de son père ne parvint à elle. Plus le temps passait, plus l'espoir de le revoir et de rentrer s'amenuisait. Avant de se mettre en sommeil prolongé, elle enregistra un message dans l'espoir qu'il soit reçu. Ici Artemis Fitzgerald. Cela fait quelques mois que j'ai quitté la Terre pour retrouver mon père. Mon équipe et moi avons intercepté un message envoyé des années plus tôt par William Fitzgerald, mon père. Malheureusement, ce message est incomplet et de mauvaise qualité. J'ai décidé de suivre son origine dans l'espoir de le retrouver. Je sais que partir seul, sans aide, était imprudent, mais je devais essayer. Même si les chances sont minces, je devais tenter, pour lui, et surtout pour moi. Si quelqu'un reçoit ce message, je suis en cryo-sommeil. J'ai programmé les coordonnées de la Terre, mais je ne sais pas si je parviendrai à ma destination. J'ai activé ma balise. Vous pourrez me localiser. Fin de transmission. Artemis. Terminé. Les semaines devinrent des mois, puis des années. Personne ne vint la chercher. Les cadrans restaient en veille. Seul celui du poste de pilotage était allumé. Malheureusement, il n'indiquait pas la Terre comme destination. Alors qu'elle dormait toujours, elle dérivait dans les ténèbres, inconscient, qu'elle ne reviendrait jamais chez elle. Par chance, elle avait laissé les caméras et les appareils photo en fonction. Chaque image était stockée dans un cloud pouvant contenir des millions de données. L'aéronef approchait de Saturne et Artemis ratait ce spectacle incroyable. Les anneaux de glace s'étendaient devant elle. Par le houblou, on aurait dit qu'ils étaient à quelques centimètres de distance. Ces anneaux, gigantesques et mortels pour quiconque tenterait de les approcher, créaient un spectacle féerique. Personne n'était jamais allé aussi près de cette géante gazeuse, et pourtant, Artémis l'avait fait, sans le voir malheureusement. Plus loin, une masse noire et compacte se dressait dans l'immensité. Ce n'était ni une planète, ni un satellite, ni un trou noir d'ailleurs. Ce qui était sûr, c'est que la capsule se dirigeait droit dessus. À mesure qu'elle se rapprochait, la gravité augmentait, comme si elle était attirée inexorablement vers cet amas d'énergie. Les caméras captaient chaque image, chaque vibration. Quand elle arriva à quelques centimètres de cette boule noire, tout le module s'alluma, une alarme retentit et le caisson de stase s'ouvrit, libérant Artémis de son sommeil artificiel. Alors qu'elle était plongée dans un profond sommeil, les bruits stridents la firent tressaillir. L'état d'hibernation la tenait prisonnière, son corps complètement paralysé. Elle ne pouvait que ressentir les soubresauts des spasmes musculaires. Elle savait que la sortie du sommeil cryogénique pouvait être difficile, mais pas à ce point. Elle était tremblante et luttait contre la douleur et le froid et la tétanie.
Sa vision était floue, son ouïe déformée. Seuls des échos lui parvenaient, alors que l'alarme retentissait juste au-dessus d'elle. Une voix féminine, celle de l'assistance de navigation, hurlait dans les haut-parleurs pour l'aider à gérer la situation. Nous entrons dans un trou de verre. Les chances de survie sont faibles. Si possible, changez de cap. Merci du conseil, tenta de répondre Artémis encore crispée dans les vapes. Peu à peu, elle retrouvait la sensation de son corps. Elle essaya de se relever, mais ses jambes ne voulaient pas répondre. Elle devait agir rapidement avant d'être aspirée dans l'inconnu. Même si elle connaissait la théorie des trous de verre, la vivre était bien différent. Le trou de verre est un raccourci vers une autre partie de l'univers, un pont entre deux points de l'espace, pensa-t-elle pour se rassurer, bien que la situation paraît hors de contrôle. Entrez dans 30 secondes, annonça la voix encore une fois. J'ai horreur des IA, lâcha Artémis, en s'efforçant de se redresser. Elle progressait lentement, son corps était encore engourdi par la cryostase. À chaque pas, elle manquait de chuter, mais finit par atteindre le poste de commande. Il est trop tard, Artémis, lança Lia d'une voix presque emphatique. Le vaisseau tremblait de partout, les commandes ne répondaient plus. Comme elle était aspirée dans le trou de verre, elle se voyait entraînée dans un tourbillon de matière. Dans la cabine, chaque impact contre la coque résonnait avec violence. Lia continue de rappeler que l'intégrité du véhicule était compromise. Sans prêter attention, Artémis ordonna à Lia d'enregistrer toutes les données. Des éclairs déchiraient l'obscurité totale, des rayons de lumière jaillissaient alors qu'elle s'enfonçait plus profondément. Les impacts devenaient de plus en plus violents et la vitesse atteignait des sommets. Elle se sentait aspirée, les entrailles retournées, luttant contre la douleur. La vitesse, les secousses, tout cela finit par la faire tomber dans l'inconscience. Le calme se fit enfin. L'appareil flottait dans le vide plongé dans l'obscurité. Sur le tableau de commande, un mot apparut. Système Alpha Centauri. Une lumière aveuglante me submergea, accompagnée d'une alarme stridente qui résonnait sans répit. Le sang bourdonnait dans mes oreilles, un sifflement strident martelait mon crâne. Des flashs lumineux heurtaient mon esprit, et prise d'un violent mal de tête, je tentais de me relever en m'accrochant fermement à mon fauteuil. Quelques secondes plus tard, je vomis sous le choc du réveil et du traumatisme que je venais de subir. Les lumières de sécurité qui clignotaient dans toute la capsule créaient une ambiance lourde et sinistre. Mon cœur battait à tout rompre, mon estomac se tordait et de grosses gouttes de sueur coulaient sur mon front. Je n'arrivais pas à m'orienter. Ma vue brouillée par le manque de lumière m'empêchait de voir clairement. Morte d'inquiétude, je ressentais la panique s'emparer de moi à mesure que l'alarme hurlait dans le vaisseau. Que s'est-il passé? Où suis-je? Dis-je affolé en cherchant mes repères. Une voix robotique résonna, ce qui me fait sursauter et presque tomber. Qui me parle? Hurlai-je, seul dans la cabine. Je regardais autour de moi, mais il n'y avait personne. Je fouillais les autres compartiments, mais il n'y avait aucune présence vivante, hormis la mienne. Je suis Ava, intelligence artificielle. Je suis votre assistante de navigation et votre amie, ici pour vous aider dans votre mission. Vous avez traversé un trou de verre et vous êtes évanoui pendant un long moment. Je vous ai conseillé de faire demi-tour, mais je dois reconnaître que votre exploit mérite d'être salué. Tant de questions me traversaient l'esprit. Pourquoi étais-je dans un véhicule spatial? Pourquoi avais-je traversé un trou de verre? Et où étais-je? Mon mal de tête s'intensifiait, la lumière des panneaux de sécurité m'éblouissait, et la lumière extérieure accentuait cette sensation de douleur. C'est quoi cette lumière dehors? Demandai-je confuse, le corps endolori et la vue encore trouble. Il semble que ce soit le soleil, plus massif et plus puissant que celui de votre système. Cela pourrait expliquer votre mal de tête et la modification de votre vision. Je vais teinter les vitres pour atténuer la lumière. Désorienté, je fouillai dans mes souvenirs pour comprendre ma présence ici. Mais mon dernier souvenir me paraissait si lointain. C'était impossible. J'avais perdu une partie de ma mémoire. Mais comment? Cela devait être dû au choc, pensai-je, pour tenter de me rassurer. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Cria Jalia. Vous êtes sorti de cryostase il y a quelques heures et vous avez traversé un trou de verre. Félicitations. Vous êtes la deuxième humaine à réussir cet exploit sans mourir. Je vous l'inscris dans le journal de bord, annonça la voix avec une certaine fierté, comme si j'avais réalisé un exploit extraordinaire. Je sais que je sors de cryo-sommeil. J'en connais les symptômes, mais je veux savoir qu'est-ce qui se passe et pourquoi je suis là. En prononçant ces mots, je me figeai un instant. Comment pouvais-je savoir cela alors que jamais je n'avais pris place dans un engin spatial auparavant et je n'avais jamais fait aucune étude dans ce domaine? Tout se mélangeait dans ma tête. Je ne savais plus qui j'étais. Si je me fiais à mes souvenirs, j'étais encore au lycée. La situation devait être frustrante et effrayante. Je sentais que mon identité s'effritait. Cependant, une photo de mon père fit renaître un sourire sur mes lèvres. Je ne l'avais pas oublié.
mais il semblait que la moitié de ma vie s'était effacée. En me regardant dans le miroir, je voyais une femme de 30 ans. Pourtant, la dernière fois, j'étais au lycée et je n'avais que 18 ans et j'avais des cheveux courts à l'époque. Maintenant, de longues boucles rousses descendaient sur ma nuque. J'avais toujours ce teint pâle, parsemé de taches de rousseur. Ma taille n'avait pas changé. Je mesurais toujours 1,70 m. Je me souvenais avoir rêvé correspondre au modèle que je voyais dans les magazines, mais la nature en avait décidé tout autrement. J'ai toujours su que je ne brillerais pas par mon physique, mais bien par mon esprit. William, mon père, était un chercheur reconnu au CNES, où il menait des études sur l'univers. Enfant, j'étais fasciné par ces histoires d'exoplanètes et de trous noirs. Quant à ma mère, elle nous avait quittés quand j'avais à peine 10 ans. William ne m'avait jamais donné des explications claires sur la situation. Mais avec le temps, j'avais compris qu'elle ne supportait plus l'absence de mon père, toujours pris dans ses recherches. Je l'accompagnais souvent à ses conférences et nous pouvions parler des heures de science. Il était non seulement brillant, mais aussi généreux et humble. Il était un modèle pour moi. Depuis toute petite, je rêvais de suivre ses traces, mais il avait disparu lors d'une mission, me laissant seul. Je savais que son départ représentait quelque chose de grand pour l'humanité, mais je ne pouvais m'empêcher de penser qu'il m'avait abandonné. Je ne comprenais pas comment un homme si rationnel avait pu disparaître sans laisser de traces, et je devais trouver des réponses. Ava, pourquoi ai-je gardé certains souvenirs et pas d'autres? Demandai-je en fixant l'horizon obscur. C'est une question fascinante. Le cerveau est très complexe. Il ne choisit pas arbitrairement de supprimer ou de conserver des souvenirs. Cela peut être dû à un bug, comme une défaillance dans votre matrice interne. Chez les humains, ce genre de phénomène est imprévisible. Même si j'avais perdu une partie de mes souvenirs, je savais que je n'aimais pas les IA. Je les trouvais trop froides, dénuées d'humanité. Dérivant dans l'inconnu, je tentais de comprendre pourquoi j'étais là et ce que je faisais dans ce vaisseau. Certaines questions trouvaient des réponses évidentes, comme mon intérêt pour la science, hérité de mon père. Pour le reste, j'essayais de combler les vides. Ava, pourquoi ai-je quitté la Terre? Et qu'est-ce que je fais ici perdu dans l'espace? Concernant votre départ, vous ne m'avez rien dit. Vous auriez dû. Quant à votre présence ici, c'est le trou de verre qui vous a amené jusqu'à ce système. Nous sommes maintenant dans le système Alpha Centauri. La planète la plus proche est Centauri A, mais elle est inhabitable. La seule et potentielle véritable planète est Proxima B. Ava s'interrompit brusquement et son ton changea, devenant plus grave. Mais quoi, Ava? Dis-moi. Je crains que la réponse ne vous plaise pas. Je vais mourir, c'est ça? Lançai-je agacé. Selon mes calculs, vous manquerez de vivres, de carburant et surtout d'oxygène avant d'atteindre Proxima B. De plus, je ne peux pas le confirmer si cette planète est habitable. Veuillez m'excuser. J'en avais assez des mauvaises nouvelles. Je consultai les écrans et constata qu'Ava disait vrai. Mes ressources étaient limitées et le temps jouait contre moi. Je devais analyser l'appareil afin d'envisager une solution pour me sortir de là. Ava, connecte-toi à tous les systèmes et fais-moi un rapport complet, ordonnai-je d'un ton ferme. Vous auriez besoin de réconfort plutôt que de mauvaises nouvelles, répondit-elle calmement. Une mauvaise nouvelle de plus ne changera pas grand-chose à ce stade. Les minutes passaient et je continuais à inspecter la capsule. Finalement, Ava parla d'une voix grave. Première analyse, niveau d'oxygène à 20%, état critique. Cette nouvelle me frappa comme un coup de poing. Abasourdi, je m'effondrais, consciente que mes chances de survie venaient de chuter drastiquement. Mon corps tout entier tremblait, tandis que j'attendais la suite du rapport, redoutant une nouvelle pire que la précédente.